La transition énergétique, je vais développer un peu pourquoi je pense même cette journée s'apprête particulièrement bien, mais donc, nous allons parler de climat dans un grand contexte, dans un contexte viticole peut-être un peu plus tard, mais d'abord le climat en soi, pas les climats de Bourgogne. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 9 ans après la COP21, en 2015, qui était un événement qui a même changé pas mal de choses, parce que la communauté internationale s'est mise d'accord de limiter le réchauffement climatique pour qu'il ne passe pas 1,5 degré par rapport à la phase pré-industrielle. Et vous avez tous lu ça sans doute dans la presse, ou vu au journal de 20 heures que la tâche est lourde et pour l'instant on ne s'y prend pas vraiment avec autant d'engouement qu'on le devrait peut-être. Un deuxième événement à l'échelle mondiale, c'est ce que M. Schaub vient de mentionner il y a maintenant 34 ans, la réunification de l'Allemagne et le processus qui a mené à ça. En allemand, on l'appelle la Wende, et ça veut dire le grand tournant, le grand revirement. Et si la politique allemande a défini son projet de transition énergétique comme Energiewende, ça montre aussi à la fois la taille de la tâche et également le fait que c'est uniquement les citoyens qui peuvent mener ce projet à bien, parce que c'est avec leur volonté que ça va se passer. Ça ne va pas se passer sans la volonté de nous tous, les citoyens, en Europe et au-delà. Voilà, quelques mots peut-être sur la fonction que j'occupe, qui m'a aussi donc valu l'invitation aujourd'hui. Je travaille à l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. C'est une organisation qui a été créée en 2006. Donc nous fêtons 18 ans cette année, la majorité. Nous sommes une organisation qui a été donc créée par les gouvernements de la France et de l'Allemagne, qui a comme vocation d'établir un dialogue public-privé dans le domaine des sujets énergétiques entre la France et l'Allemagne, à la fois entre les administrations, le secteur privé et entre le privé et le public. Nous sommes strictement neutres dans notre travail, pas dans un sens négatif, mais impartial plutôt. Notre objectif, c'est donc de créer un forum pour un dialogue franco-allemand où on peut échanger des bonnes pratiques à toute échelle. Donc nous travaillons avec une centaine d'administrations de la Commission européenne jusqu'au niveau municipal, avec tous les niveaux qu'il y a entre les deux extrêmes. Et nous sommes également à 50% financés par le public, à 50% par le privé. Et la partie privée consiste de 260 adhérents à peu près. Donc ce sont des entreprises de toute taille, de tous les maillons de la chaîne de valeur de la transition énergétique et des instituts de recherche également. Et avec eux, on discute autour de différents projets, différents sujets. Là, vous voyez un peu quelques chiffres, quelques mots. Donc, nous travaillons sur l'éolien, le photovoltaïque, les bioénergies comme source d'énergie, leur intégration dans les marchés et les systèmes énergétiques, surtout électriques, l'efficacité et la chaleur, l'industrie, l'hydrogène, la mobilité depuis septembre maintenant, et nous avons également un pôle qui est un peu plus politique, qui s'appelle Société, Environnement et Économie, où nous regardons un peu les tendances dans les sociétés, l'acceptabilité du projet, de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, la répartition des coûts, la transition juste, les gilets jaunes, les Fridays for Futures, etc., etc. Nous sommes 18, moitié à Paris au sein
de la Direction générale de l'énergie et du climat, donc au ministère maintenant depuis une semaine de l'écologie à nouveau, et à Berlin au ministère fédéral de l'économie et du climat. Voilà, ça c'était la page de pub. Nous avons un site web, vous êtes cordialement invités de la visiter, vous allez trouver beaucoup de publications qui pourraient être intéressantes pour vous également et vos interrogations. Nous organisons également des manifestations auxquelles certaines, ou parmi lesquelles certaines sont accessibles à tout le monde, donc n'hésitez pas à vous inscrire et participer par exemple à un webinaire ou à une soirée politique. Voilà, donc si nous partons de la COP21, nous voyons que à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation d'énergie. Si je dis transition énergétique, à quoi pensez-vous? Si quelqu'un veut dire c'est quoi pour vous la transition énergétique? Les énergies renouvelables. Donc vous pensez à l'éolien, d'accord? Par exemple. Oui. Ça c'est la réponse qui sort dans 95% des cas. Attention sur les biocarburants. Voilà. Alors, je vais vous montrer ici quelque chose qui c'est peut-être pas mal pour votre exposition d'art moderne, mais je vais vous expliquer ce que c'est. On appelle ça un diagramme 5P où on voit la provenance de l'énergie, les différentes étapes de la transformation jusqu'à la consommation. Ici, vous voyez que donc ça c'est pour la France, le bilan pour 2022, les chiffres pour 2023 sont malheureusement pas encore disponibles. Soit, on voit qu'une très grande partie de l'énergie est consommée dans le transport, qui n'est pas électrique pour l'instant, donc pour l'instant rien à voir avec l'éolienne. Dans les ménages aussi beaucoup, très peu d'électricité à nouveau. Et après, nous voyons quand même beaucoup de gaz dans l'industrie et également dans le tertiaire. Donc l'électricité ne joue pas un si grand rôle dans tout ça. Et en France, actuellement, c'est peut-être surprenant pour certains d'entre vous, mais seulement 25% de l'énergie consommée en France est électrique. Le reste, c'est du fossile, gaz et pétrole. Et ce sont ces importations ici que nous voyons, donc le bleu foncé pour le pétrole et le bleu clair pour le gaz. Une particularité, vous allez voir ça tout à l'heure quand je vais vous montrer le diagramme pour l'Allemagne, c'est que cette bande rose, qui est le nucléaire, qui bien sûr aujourd'hui sur un diagramme de 2024 ne paraîtrait plus dans le diagramme allemand. Nous voyons également beaucoup de bioénergie, etc. Et nous voyons donc que cette partie-là, c'est la face cachée de l'iceberg si nous pensons à la transition énergétique souvent, parce qu'il va falloir remplacer tout ça essentiellement par de l'électricité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous écoutons les discours politiques, etc., nous avons souvent l'impression que c'est un choix entre nucléaire ou renouvelable en France. Essentiellement, il faut dire qu'il faut énormément d'électricité en plus, décarbonée, parce que c'est essentiellement la seule possibilité pour décarboner tout ça ici. La chaleur, le transport, qui est le seul secteur qui a, depuis la COP21, pas baissé ses émissions. Au contraire, ça part plutôt en haut. L'industrie également. Donc ça, c'est une cartographie de la problématique à laquelle nous faisons face aujourd'hui en France. Et ici, je vous montre donc juste à titre comparatif le cas de l'Allemagne. On voit à peu près les mêmes proportions. Et je dirais aussi, ces dernières années, vous avez peut-être eu l'impression que entre la France et l'Allemagne, le torchon brûle, qu'il y a à peu près zéro convergence. Si on regarde ça, nous voyons que la situation est essentiellement identique. Et même si l'Allemagne consomme aujourd'hui, dans
dans son mix énergétique que 20% d'électricité, on peut dire 80 à 85% des défis sont tout à fait identiques, avec la seule exception peut-être du nucléaire où les deux pays ont en effet fait le choix de partir dans des sens opposés. Mais tout le reste, l'approvisionnement en électricité demain, la transformation de l'électricité, l'intégration au réseau, la rémunération, l'efficacité énergétique, l'utilisation de l'électricité dans les transports pour la chaleur et dans l'industrie, là les défis sont complètement identiques et je dirais même en Bourgogne et Franche-Comté et en Rhénanie-Palatinat où il y a des grands pôles industriels également, ces questions de l'électrification de l'industrie est cruciale parce que ça devient un vecteur de compétitivité pour les régions et si on pénurie d'électricité, ça se traduit directement, on l'a vu en 2022 en France, dans des prix élevés et ça freine la compétitivité des industries. Ça peut même rendre impossible toute activité industrielle parce qu'il y a des prix prohibitifs ou simplement pas cette ressource essentielle qu'est l'électricité. Alors comment faire? N'hésitez pas si vous avez des questions de lever la main et on peut en discuter et après bien sûr là je voulais juste envoyer quelques impulsions. Moi je serais ravi si on pourrait débattre un peu par la suite. Si vous avez des idées, donc prenez note et n'hésitez pas à les poser tout à l'heure pour qu'on puisse discuter de tout cela ensemble. Comment faire? Alors, ici nous voyons le défi dans un diagramme pour la France. C'est l'opérateur du réseau de transport électrique France qui a établi un bilan l'année passée pour identifier les besoins de l'électricité si on veut donc atteindre les différents objectifs qui ont été fixés par la politique nationale. On voit la mobilité lourde, la mobilité légère, donc individuelle, une croissance de besoins pour les data centers, aussi avec l'intelligence artificielle, les besoins vont exploser. Un chauffage qui est déjà très électrique en France, mais qui va au moins demander autant d'électricité. On va voir plus de ménages, typiquement, qui vont se chauffer à l'électricité, mais avec des systèmes plus efficaces, donc cette bande elle reste identique. Il y aura dans la métallurgie et la chimie des gros besoins d'hydrogène décarboné. Aujourd'hui c'est réalisé avec un procédé qui s'appelle vaporeformage à Ludwigshafen en Rhénanie, Palatinat-Rhénanie. Vous avez un des plus grands consommateurs d'hydrogène actuellement avec BASF. Également, la Bourgogne a un long passé dans tout ce qui est sidérurgie. Ça, c'est la technologie qui va permettre de maintenir ces gisements industriels et également donc ces emplois en Europe. Voilà, donc on voit ici que la France, le besoin en électricité de la France, d'ici 2035, va croître de l'équivalent d'un tiers de ce qu'elle consomme aujourd'hui. Et je vais ajouter aussi que d'ici 2035, aucun nouveau réacteur nucléaire sera raccordé au réseau. Donc quelle alternative avons-nous aujourd'hui pour remplir tous ces objectifs? Ce sont essentiellement les énergies renouvelables et une petite option sur les importations d'électricité en fonction de la disponibilité d'interconnexion vers les voisins. Et là, bien sûr, la France et l'Allemagne sont des partenaires qui ont pu se dépanner mutuellement dans le passé. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Voilà, donc ça c'est le défi et
ça c'est comment RTE propose atteindre ces objectifs. Donc on voit que la partie du nucléaire reste quasiment identique. La grande croissance, elle viendra du solaire, de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Et si on part de Paris pour rejoindre Dijon, on passe à côté de beaucoup de parcs éoliens. C'est pas toujours facile de les construire. Nous avons souvent des coups de fil de maire qui disent quelqu'un, un promoteur vient qui veut construire un parc éolien, mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer à la population. Il faut donc se habituer à l'idée qu'un parc éolien terrestre deviendra quelque chose de complètement normal dans un paysage si on souhaite atteindre les objectifs que je vous ai montrés sur la diapo précédente. Ici, on a donc le mix électrique allemand actuel. Donc l'Allemagne a débranché les dernières centrales nucléaires l'année passée. Il reste du charbon qui va disparaître d'ici, dans les 10 prochaines années, il va disparaître. Jusqu'en 2030, le gouvernement espère avoir fait l'essentiel du travail. Aujourd'hui, 56% de l'électricité est renouvelable, donc là vous avez une répartition. Et l'Allemagne calcule aujourd'hui pour 2030 avec une croissance de besoin en électricité de 25%. Et son objectif pour la part du renouvelable est de 80%. Donc on voit que beaucoup de choses vont changer ici ces prochains 5 ans. Parce que non seulement il faut atteindre les 80%, mais les 80% sur 120% de la consommation actuelle. Donc ça veut dire qu'il faut faire à peu près en énergie renouvelable ce que l'équivalent de la consommation de l'électricité en Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire 600 TWh. La France consomme dans les 450 habituellement par an. Ici, juste un peu pour faire écho au slide que je vous ai montré pour la France par rapport aux différents objectifs. On voit que dans les transports, les besoins d'électricité jusqu'en 2023 n'ont pas beaucoup évolué. Il y a une grande interrogation sur 2030 parce qu'il y a une incertitude sur le dispositif de soutien de la mobilité électrique actuellement, ce qui n'est pas très utile parce que ça rend la tâche de se décider pour ou contre un parc d'énergie renouvelable moins facile parce que bien sûr s'il y a plus ou moins de demande, ça va jouer aussi sur le prix au marché auquel l'électricité peut être vendue. Un grand bond sur la chaleur, qui est aujourd'hui encore très basé sur le gaz. Bien sûr, il y a la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi un traumatisme lié à ce qui s'est passé en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou l'Allemagne qui s'approvisionnait à 60% de gaz russe, était particulièrement vulnérable. Et c'était une expérience qui a mené à une augmentation des ambitions dans ce secteur. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, 50% de l'énergie qui est consommée sert au chauffage, donc au chauffage des ménages bien sûr, mais aussi pour des processus à haute température dans l'industrie. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc il y a un objectif pour l'électricité de passer à 80% d'électricité renouvelable pendant que la demande elle devrait croître de 1/4 d'ici 2030.
Voilà, donc jusque-là, on pourrait dire il n'y a pas de souci, on a les solutions, c'est juste une question de volonté, mais avec les énergies renouvelables, bien sûr, vous avez aussi de nouvelles problématiques qui vont émerger parce que vous dépendez de la météo. Ça veut dire que si en Allemagne est le cas typique maintenant avec un énorme parc de photovoltaïque, c'est le dimanche de Pentecôte où il fait relativement frais, vous avez beaucoup de soleil et il n'y a personne qui est à la maison pour consommer. Donc tout d'un coup vous avez un avalanche d'électricité qui arrive sur le réseau et personne n'est à la maison pour le consommer, les usines sont à l'arrêt. Pour l'éolien, c'est pareil. En automne, vous pouvez avoir des phases très ventées, mais pour l'instant, l'industrie ou les autres grands consommateurs ne sont pas encore capables de suivre cette augmentation de la production. Il y a des technologies pour ça, mais ça va mettre du temps à devenir suffisamment flexible pour pouvoir suivre ces courbes. Il y a bien sûr des technologies de stockage, mais je voulais vous juste montrer, juste pour illustrer, ça c'est un scénario qui ne va pas se réaliser à 100%, mais ça nous donne une idée de ce qui nous attend. Donc là, nous sommes en 2050 en Allemagne avec un système électrique qui tourne à 80-90% d'énergie renouvelable. Et on voit donc qu'il y a des inflexibilités qui vont commencer à s'installer. Avant, on était dans un système qui était unidirectionnel, donc on produisait autant qu'on pouvait consommer. En France, c'est encore largement comme ça avec le nucléaire et ça restera comme ça aussi. Donc cet effet sera beaucoup moins visible en France parce qu'il y a ce socle du nucléaire qui sera à 50% ou 40%, mais qui va calmer le jeu. En Allemagne, on voit une exposition relativement importante que les journées très ventées sont en bleu foncé. On voit ici cette ellipse qui est l'ensoleillement. Donc vous avez quasiment jamais une production qui est ici dans la moyenne, mais vous êtes très vite dans des extrêmes aussi sur on va dire la moitié du printemps et la moitié de l'automne, entre les solstices. Et ça, typiquement, ce sont aussi des moments où la consommation, par exemple dans l'industrie, elle n'est pas si forte que ça parce qu'il y a des pauses, etc. À ça s'ajoute une inflexibilité dans la demande, donc comme dans l'industrie, parce qu'il y a des processus qui tournent 24/24, et une charge résiduelle. Ça, ce sont donc les nouvelles problématiques qui vont s'installer avec une forte part d'électricité renouvelable et bien sûr, il ne faut pas juste prendre ça comme un fait, il faut aussi réagir. Donc il faut regarder quelles options existent aujourd'hui et demain pour ajouter de la flexibilité au système électrique. Une très grande partie pourrait venir du véhicule électrique qui ne va pas seulement consommer, mais qui est bien sûr aussi une batterie sur roue et qui est en plus chaque fois raccordée d'une manière décentralisée. Et donc plutôt que d'acheter de grosses batteries sur le système électrique, on pourrait simplement rémunérer l'automobiliste avec sa voiture pour lui rembourser une partie du prix d'achat s'il met à disposition sa batterie. Donc ça c'est quelque chose qui existe déjà en Amérique où le système électrique est très peu performant. Il a besoin de beaucoup de flexibilité aujourd'hui pour maintenir la fréquence par exemple. Donc ça pourrait être un excellent moyen de ajouter un vecteur de flexibilité au système qui pourrait être gagnant-gagnant pour l'opérateur du système et également pour l'automobiliste parce qu'il sera rémunéré pour l'utilisation de sa batterie. Il y a un sujet que vous avez peut-être vu aussi dans la presse qui est l'hydrogène. Donc l'hydrogène qui est essentiellement, s'il est décarboné, généré par un processus d'électrolyse. Donc vous avez fait ça peut-être à l'école. Donc vous avez une anode et une cathode que vous mettez dans
dans un bassin et vous avez d'un côté l'hydrogène qui sort. C'est un processus très énergivore et donc ça pourrait être un moyen pendant des pointes de production qui pourrait être très intéressant pour évacuer des grandes quantités d'électricité à l'instant T du réseau électrique. Maintenant, il est vrai aussi que si vous installez un électrolyseur, idéalement, vous aimeriez bien le faire tourner toute l'année parce que vous avez besoin de cet hydrogène. Par exemple, chez BASF, donc, ou simplement si vous le faites pour revendre votre hydrogène pour simplement avoir plus de mètres cubes à vendre à votre client. Donc, ça, c'est quelque chose qui actuellement est intéressant sur le point de la technologie, mais qui, au niveau des modèles d'affaires, c'est pas encore si clair que ça, comment il faut se prendre en Europe. L'Allemagne est mise surtout sur une importation une grande partie de ses besoins en hydrogène, simplement parce qu'elle pense qu'il n'y a pas assez de place. La population en Allemagne est 2 fois plus dense qu'en France. Pour en plus installer suffisamment de centrales renouvelables. En dehors de cette question de flexibilité, en France, on souhaite exporter de l'hydrogène généré avec l'électricité nucléaire, mais il reste à savoir si l'électricité sera à un prix suffisamment intéressant pour se faire. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, il n'y a pas encore tout ce que je vous ai mis là. Un point très important aussi dans un contexte franco-allemand, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'import et l'export de l'électricité. Il y a des lignes qui vont dans les autres pays aujourd'hui. Le système européen est le système le plus performant. C'est aussi le plus cher du monde, mais c'est le plus performant. Et si on a voyagé un peu en dehors de l'Europe, on se rend très vite compte à quel point nous n'avons plus l'habitude d'avoir des coupures d'électricité. Souvent maintenant, il y a des industriels qui viennent nous voir, qui disent oui, mais si je suis en Géorgie, aux États-Unis, j'ai mon électricité chez moi à 40 € le mégawattheure livré, et en France, je l'achète, l'énergie, seulement à 42 €, plus il y a le tarif du réseau, plus il y a les impôts, donc je me trouve quelque part à 150 € le mégawattheure, c'est de la concurrence déloyale, etc. On peut lui dire aussi que si on est dans des processus très énergivores, le risque d'une coupure d'électricité est énorme pour votre rentabilité de l'entreprise. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de la stabilité, de la sécurité d'approvisionnement de notre réseau, qui est un vrai atout qu'il faut maintenir si on veut maintenir une activité économique en Europe, parce que l'électricité est finalement aujourd'hui, mais ce sera encore plus le cas demain, peut-être le marqueur principal de la compétitivité de nos économies. Et tout le reste qu'on n'arrive pas à effacer au niveau des inflexibilités pourrait être donc maîtrisé par des turbines à gaz avec un stockage du CO2 qui est libéré lors de la combustion. Mais ça, c'est la dernière carte à jouer. Et ça, c'est potentiellement aussi le dernier paramètre qui restera à long terme avec les émissions CO2 dans la génération d'électricité. Donc nous voyons qu'il y a des solutions qui existent, qu'il faut mettre en place, qui vont coûter aussi, sans qu'on voit nécessairement l'avantage pour nous et nos activités immédiatement. Mais on fait ça pour la planète et nous pouvons imaginer aussi ce que ce serait si on n'atteignait pas l'objectif de 1,5 degré chez nous, mais aussi surtout au sud de la Méditerranée et dans d'autres régions où il sera très compliqué de continuer à vivre. Vous avez sans doute aussi entendu
le débat qu'il y a eu en 2022 sur la question de la souveraineté énergétique suite aux problèmes d'approvisionnement qui ont déclenché des hausses de prix. Il était question lors de la dernière campagne électorale de sortir du marché européen. Et je voulais vous montrer ça, ça date de 2022. C'est également un diagramme qui a été donc publié par RTE. La France a dû faire face à la situation que la moitié des réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt, qui n'en ont pas produit, et si vous dépendez à 75% d'une technologie qui tourne que à moitié, on peut compter sur les doigts d'une main ce que ça veut dire. Donc, dans le meilleur des cas, vous sortez avec des prix plus élevés, parce que vous créez une pénurie, vous devez acheter l'électricité ailleurs. Donc, du coup, très souvent en Allemagne et en Belgique, on voit que l'Allemagne a fourni en 2022 à peu près 7% de la consommation française. L'Espagne a beaucoup contribué aussi. Le système, il existe déjà, il fonctionne très bien, simplement parce que le marché en France, si le prix en France augmente, les autres pays vont automatiquement se mettre à exporter parce que c'est plus intéressant de vendre en France plutôt que sur un marché allemand. Ça veut dire aussi que si le prix augmente en exportant, le prix a augmenté dans les pays qui ont exporté. Donc ce système a fait ses preuves. Dans la même année, la France a également livré pour la première fois du gaz à l'Allemagne. C'était très compliqué en Allemagne donc, de s'approvisionner en gaz parce que le robinet russe était fermé. Donc on voit que l'intégration européenne, elle est en réalité un facteur de stabilité, qu'il y a une vraie entraide, une vraie solidarité entre les différents pays européens, et c'est donc, je pense, si on parle de souveraineté, on devrait plutôt parler de souveraineté européenne que souveraineté nationale, parce que je pense aussi que nous avons quand même, ces dernières 70 ans, appris à apprécier les avantages de vivre dans un système européen qui nous donne beaucoup plus de sécurité que ça pourrait nous donner dans plein de domaines à l'échelle nationale seulement. Donc ça, c'était les quelques éléments que je voulais vous montrer dans cette présentation, et je serais ravi si maintenant on pourrait discuter de ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Donc, quand vous parlez sur la flexibilité, vous n'avez pas évoqué aussi ce qu'on commence à évoquer ici, c'est-à-dire les possibilités d'effacement quand à un moment donné, parce qu'effectivement, notamment sur des véhicules lourds, le jour où on va vraiment passer à l'électrification, c'est pas tant les véhicules légers qui vont poser soucis que les véhicules lourds. Alors, bon, déjà, je pense qu'on peut déjà en passer sur les frais ferroviaires, ça serait toujours ça en moins sur plein de raisons. Mais ceci dit, on aura toujours quand même. Et c'est vrai qu'un véhicule lourd sur une charge rapide, c'est un besoin massif d'électricité très rapidement. Donc les possibilités d'effacement, et puis ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes en Allemagne, sur les heures creuses et heures pleines, notamment pour les particuliers avec le pilotage à distance maintenant qu'on peut faire sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on pourrait demander aussi à des consommateurs à certaines périodes de lancer par exemple la machine à laver, le four, etc. Et à d'autres moments justement de lancer, voire même d'avoir des coupures programmées si besoin. D'accord. Voilà. Vous voulez tout de suite poser votre question? C'est autre chose. D'accord. J'aurais peut-être dû en effet commencer par là, parce que bien sûr tout ça, il ne faut pas imaginer que ça peut fonctionner si nous transposons nos besoins d'aujourd'hui en électrique. Ça ne va pas être possible. C'est impossible. Donc il faut devenir beaucoup plus efficace. Et Angela Merkel avait dit une fois, mais c'est une phrase maintenant qui s'est démocratisée, que le meilleur kilowattheure est celui qu'on ne consomme pas. Et c'est très juste, c'est à la fois économique et
également plus écologique. Donc tout à fait. Donc efficace, ça peut être... C'est très intéressant si on regarde le terme d'efficacité énergétique allemand. Donc c'est la efficience. Et ce sont deux approches, deux façons de voir les choses différentes. Donc une fois, on veut aller au maximum avec avec une certaine ressource, ou donc dans l'autre sens, dans l'efficience, on cherche à atteindre un certain objectif avec le moins de ressources possible. Il y a ça sur l'année, dirais-je, la consommation globale d'énergie, où nous devrions devenir plus efficaces, mais également dans l'utilisation de l'énergie. Et l'effacement en fait partie. Je vous ai montré les batteries des voitures qui peuvent faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui en France, il y a un dispositif qui est intéressant, qui existe simplement parce qu'il y a eu ces phases problématiques en hiver, où parfois le parc nucléaire avait du mal à suivre la courbe de la demande, donc il y a un signal qui est envoyé aux grands sites industriels pour baisser leur consommation. Pour l'instant, le système allemand, il est excédentaire en production, donc ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Et il y a un grand processus aussi où la France et l'Allemagne, et nous sommes associés à ces réflexions, réfléchissent à un processus, comment inciter à booster ce genre de comportement, de mettre en place des mécanismes de soutien, surtout sur des sites où on voit très vite une très grande différence. Donc si vous avez une aciérie où vous pouvez le faire, si vous avez une usine chimique qui consomme énormément d'électricité, là vous voyez très vite la différence pour une flexibilité vers le bas. Il y a cette idée de la machine à laver qui pourrait donc tourner la nuit automatiquement quand le tarif de l'électricité est moins cher. En réalité, ça va faire une petite différence. Même si on prend tout le parc des machines à laver de France, ça peut être plus intéressant sur les batteries des véhicules électriques, parce que là vous avez quelque chose qui est numérique, mais qui est déjà équipé avec ou préprogrammé pour ce genre de choses. Et également, vous avez, si tout le monde se charge au même moment, vous avez une vague de demandes qui arrive sur le système qui ne pourrait pas être satisfait. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire autrement que ce que vous suggérez. Donc là, on verra sans doute des choses, et ça va se passer avec des tarifs différenciés. En France, il y a eu les tarifs de pointe et tarifs d'heure creuse. Ça, c'est quelque chose qui a existé dans le passé en Allemagne aussi, dans les années 80, où l'Allemagne se voyait vraiment dans une trajectoire nucléaire parallèle, peut-être avec un peu de retard par rapport à la France. Ça disparaît depuis, mais ça va revenir logiquement, parce que là, nous voyons, si vous regardez cette ellipse rouge, il faut donner une incitation aux particuliers et aux industriels de consommer un maximum d'électricité à ces moments-là, parce que si vous arrivez à le régler avec le prix sur le marché, ce sera toujours la solution la moins chère, plutôt que de devoir donner des aides ou installer des batteries, etc. Donc tout ce qui pourrait se passer de gré à gré, immédiatement, ce sera, quoi qu'il arrive, la solution. Alors j'avais plusieurs choses, mais si j'ai pas, je peux Allez-y, la première chose, c'est est-ce que vous, dans tous les scénarios que vous faites, vous intégrez, je pense notamment dans le cadre nucléaire, par exemple, le problème de l'eau. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, l'été a été particulièrement sec. Alors, il y avait la moitié des centrales qui étaient plus ou moins à l'arrêt, mais il y avait quand même des inquiétudes sur le refroidissement, notamment parce qu'il y a beaucoup de centrales qui sont sur le Rhône, etc. Enfin, des zones qui sont vraiment très affectées par les problèmes de sécheresse. Et ici aussi, d'ailleurs, on était en grosse sécheresse, si je m'en souviens, il y a 2 ans. Et par rapport aux voitures au véhicules électriques et toutes ces choses-là, il y a aussi quand même beaucoup de discussions sur le coût environnemental des batteries. Et alors déjà la production, et puis aussi qu'est-ce qu'on en fait après, c'est-à-dire une fois qu'elles sont fichues. Parce qu'elles ne dureront pas éternellement. Donc je sais que c'est, pour connaître quelqu'un qui travaille dans l'automobile en Allemagne, je sais que ça fait partie des problématiques aussi auxquelles ils sont confrontés.
c'était le premier point. Et l'autre chose, c'est par rapport à l'acceptabilité dont vous avez parlé, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de central. On a souvent les parcs éoliens. Voilà, on dit l'éolien c'est très bien, mais quand ça doit venir chez soi, ben forcément on est moins emballé. Et puis on voit bien aussi avec les élections récentes que, on va dire que les partis écologistes ou autres, et notamment en Allemagne, les Grünen sont quand même la cible principale de l'AfD, pas que de l'AfD d'ailleurs je dirais. Et donc par rapport en fait à cette acceptabilité, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui où ça devient de plus en plus urgent, il y a aussi quand même beaucoup de réactions, aussi ça va coûter cher, etc. Il y a d'autres priorités, donc est-ce que c'est pas quelque chose qui vous inquiète beaucoup aussi actuellement, on va dire, par rapport à ça? D'accord. Alors, je vous ai montré tout à l'heure ce que nous faisons. Le nucléaire, ce n'est pas partie des sujets, donc là je peux vous répondre à titre personnel. Nous avons regardé cela, c'était l'été 2023, où c'était particulièrement marqué, la baisse des niveaux des rivières, avec une réduction importante du nucléaire. J'étais, je crois, en mai, au bord de la Loire. On avait l'impression qu'on pouvait traverser la Loire à pied, avant l'été. Et il y a beaucoup de réacteurs qui sont sur la Loire, justement. Et ça, potentiellement, ça pourrait poser problème. Ça le fait déjà, on voit aussi avec le réchauffement climatique, aussi avec une saisonnalité de la pluie qui se déplace. C'est quelque chose qui inquiète. Je pense que ça a été dans les administrations identifié comme un problème potentiel. Et c'est pour moi pas surprenant que 5 des 6 nouveaux réacteurs seront construits sur la côte pour le refroidir avec de l'eau de mer. Il y a seulement celui du budget, juste à côté de chez vous, qui sera dans les terres. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui va aussi avec, si cette deuxième phase de 8 nouveaux réacteurs arrivera également, s'il y a le financement, ce serait sans doute des localités comparables. On verra sans doute plus un parc nucléaire sur les côtes, ce qui est un facteur de coût pour le système électrique, parce qu'il faut complètement le repenser, parce que les longueurs vont devenir plus importantes. Et ça, c'est, je pense, c'est une bonne transition là, sur votre dernière question d'ailleurs. Là, on entre dans une phase, et je suis désolé, c'est des débuts ici, mais pour la politique, les prochaines 10 années vont devenir très compliquées parce qu'il y a essentiellement très peu de bonnes nouvelles à annoncer. Il y a des choses qui vont coûter cher et les particuliers vont avoir du mal à se rendre compte du bien que ça leur fait. Donc en France, le système électrique il sera révisé, il va coûter sur les 200 milliards. Là, il faut le déguster. En Allemagne, on est plutôt sur 350 milliards. C'est pas encore clair comment ça sera financé, mais finalement, on sait, peu importe par quelle voie ça sera financé, finalement, c'est le particulier qui paye. Donc, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Il ne faut pas oublier, on n'a pas vraiment d'alternative à ça. Sinon, si on ne se met pas à la tâche, déjà elle va devenir chaque jour plus compliquée à relever. Et ça, c'est aussi très dangereux dans le débat politique actuellement. Je trouve qu'on donne l'impression qu'on pourrait s'accorder un peu de temps, on pourrait attendre, peut-être les technologies vont devenir moins chères, etc. Donc là, il ne faut pas se leurrer. Si on ne le fait pas maintenant, il va falloir faire beaucoup plus demain. Donc c'est à nous maintenant de faire des choix. Soit on veut que les choses peuvent continuer ici à peu près comment ça se passe aujourd'hui, et dans ce cas-là il faut tout changer. Soit on ne change rien et on vivra dans un monde qui paraît peut-être pas si désirable aujourd'hui. Et donc ça va pour l'acceptabilité de l'éolien, etc. Je pense que, comme je disais,
là on est au début. Ça va devoir devenir quelque chose de complètement habituel si réellement on veut prendre le chemin de la fonctionnalité. Voilà, là, le coût environnemental de la batterie, juste pour faire le tour. Aujourd'hui, la première réutilisation de la batterie d'une voiture, ce serait de l'utiliser par la suite comme stockage, soit décentralisé pour des centrales solaires ou sur le réseau pour les concentrer. Une batterie qui est jugée vétuste pour un véhicule peut encore stocker 80% de l'électricité nominale pour laquelle elle a été conçue. Donc c'est pas si mauvais que ça, surtout si on pense que non seulement elle coûte rien, mais en plus, je n'ai pas le coût du recyclage tout de suite. Donc je peux encore l'utiliser peut-être pendant 10 ans. Et après, la question se pose sur qu'est-ce que je peux faire avec. Voilà. D'autres questions? Oui? Quand on parle du niveau individuel, quel est l'impact des maisons individuelles qui installent les pompes à chaleur, les panneaux solaires, tout ça? Donc, dans les maisons individuelles, je veux dire, il y a de plus en plus de particuliers qui, chez eux, installent des panneaux solaires, des pompes à chaleur pour leur utilisation, mais aussi pour en mettre dans le réseau. Et je me pose la question, quel est l'impact de cette dynamique? sur qui? Sur le réseau, sur la stabilité du réseau ou sur... Oui. Alors, donc je pense dans 3/4 des cas, c'est une opération très, très intéressante pour le propriétaire de la maison, l'habitant. Surtout parce que vous vous mettez à l'abri contre des prix en hausse dans la vie. Vous avez sur 20 ans, vous allez consommer de l'électricité à on va dire en France actuellement, peut-être ici, vous allez être à 170 €. Quand si vous soutirez toute votre électricité, vous allez être plutôt vers les 250, excusez-moi. Je mets les pinceaux là entre la France et l'Allemagne. Donc là, vous avez une sécurité énorme, donc c'est déjà rentable aujourd'hui. Et ça, bon, c'est pas grave. C'est l'efficacité énergétique. Vous avez donc là, vous faites une très belle opération. Par contre, il est vrai aussi que il y a pour moi aussi une désolidarisation qui s'installe parce que vous avez là le bénéfice de cette opération pour vous. Vous allez vous appuyer sur le réseau électrique quand vous n'avez pas d'électricité vous-même. Donc si votre stockage à la maison est vide, vous avez chargé votre voiture, etc. Là, vous allez soutirer de l'électricité. Donc ce réseau a été construit chez vous avec la puissance de raccordement comme pour tous les autres ménages. Mais vous ne l'utilisez pas tout le temps. Ça veut dire que vous payez juste pendant l'utilisation du réseau, vous cotisez donc pour ce réseau. Et celui qui l'utilise tout le temps, et souvent ce sont des personnes qui habitent dans des immeubles collectifs donc eux, ils doivent payer le prix fort. Or, je pense qu'on peut dire qu'il y a une relativement forte corrélation entre les propriétaires d'une maison individuelle et des revenus relativement élevés déjà. Donc il faut faire attention qu'il n'y a là pas un mouvement antisocial qui s'introduit dans la transition énergétique pour que justement on arrive à solidariser ça. Ça s'appelle la transition juste et c'est je pense pour moi en tout cas un des facteurs qui sera déterminant pour l'acceptabilité dans la société. Donc tout ce qu'on peut faire à nouveau pour être efficace à la fois du point économique mais aussi écologique, il faut faire un collectif. Donc réseau de chaleur,
distribution d'électricité, etc. On peut injecter avec des panneaux sur le toit dans le réseau public. Et je pense qu'il faut plutôt penser en collectif pour toutes ces questions avant de partir sur l'intérêt individuel, si on veut que finalement le consensus dans la société reste suffisamment stable pour supporter les charges qui vont être énormes. Si vous dites, là on a une dépense de 200 milliards qui arrive, et il y a une partie de la société qui se désolidarise, qui disent je veux bien avoir l'avantage de ce système, mais je ne vais pas payer pour. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui posera problème un jour ou un autre. Oui. Vous avez parlé de l'acceptabilité du système. Que penser alors du nombre des voitures électriques en Allemagne qui étaient corrélées à une subvention substantielle, et le jour où cette subvention est tombée, le nombre de commandes a chuté, je ne veux pas dire le chiffre, je crois 25% ou c'est trop, et ça a été plus. Ça a été du jour au lendemain. Alors, que penser de cette manière de faire? Est-ce qu'on peut dire que les gens étaient vraiment sûrs du système? Puisque d'un jour à l'autre, 5 000 € de moins, on n'en commande plus. Oui, bah ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, même pour le secteur de l'automobile, est très compliqué à interpréter parce que si vous regardez le secteur automobile, ce qui coûte le plus cher, c'est le système de propulsion, donc le moteur. Donc si aujourd'hui vous devez investir dans deux technologies, donc thermique et électrique, vous avez un grand problème parce que vous divisez en gros votre puissance en R&D par deux et c'est très difficile d'être le meilleur dans deux technologies simultanément. Le marché de la voiture électrique en Allemagne s'est effondré, en France non, parce que le soutien existe toujours. Et donc, certes, il y a une sorte d'opportunisme, mais je pense que c'est inévitable si on veut déclencher l'adoption d'une nouvelle technologie. Forcément, vous prenez des risques, vous adoptez une technologie, vous savez pas comment cette voiture va vieillir. Vous allez avoir toujours peut-être 3% de geeks dans une société qui disent « je veux ça », qui vont l'acheter même si ça coûte 20% plus cher que l'équivalent thermique, mais pour convaincre la masse, là, je pense un soutien financier, pas seulement pour le véhicule électrique, mais pour plein d'autres choses, et une méthode qui a fait ses preuves. En Allemagne, on a vu que ça partait très bien entre 2020 et 2023. Cette année, donc cette aide elle a été arrêtée et le marché s'est effondré. Ça c'est clair. Aussi parce que je pense qu'il y a un facteur psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Votre voiture électrique, elle coûte plus cher en achat, mais moins cher en utilisation. Mais quand vous allez chez un concessionnaire et vous voyez une citadine thermique qui coûte un tiers moins cher que l'équivalent électrique, vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Ma question était à l'inverse. D'accord. C'est-à-dire, ça prouve que les gens n'étaient pas si convaincus que ça de l'intérêt. Ça, c'est votre interprétation. Alors, comment vous expliquez que le 5 000 € de moins égale plus? Je ne l'interprète pas comme ça. Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas sûr. C'est qu'en Allemagne, l'offre en véhicule électrique, il y a très peu de bas de gamme. L'entrée de gamme commence à 30 000 à peu près. Donc les 5 000 permettaient de rejoindre une gamme beaucoup plus basse. Oui, bien sûr, mais c'est un peu ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'entrée de gamme en fait en électrique en Allemagne pour l'instant. C'est pour ça que je pense que ça s'est effondré. C'est que 5 000 €, c'est un effort financier énorme. Bon, on va essayer d'autres avis par rapport à cette question. Non, d'autres questions? Non? Dernière chance?
Pas de regret. Donc, merci beaucoup de votre attention.